Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre prend part au débat du forum culturel de la Mer Rouge qui s'est tenu à Obok. Et enfin, dans l'actualité internationale, 79 Palestiniens tués en 24 heures suite au bombardement israélien sur les personnes déplacées. Nous verrons en fin de journal. Eh bien, je vous le disais dans le titre, dans le cadre du Forum culturel de la Mer Rouge, une série de débats et de conférences s'est tenue dans la salle Ar-Rahma de Bok, en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement, d'acteurs culturels, des chercheurs et d'invités internationaux. Ces échanges ont porté sur des thématiques clés liées à la préservation du patrimoine immatériel, à la coopération culturelle entre les peuples de la Mer Rouge, ainsi qu'au rôle stratégique de la culture dans le développement régional et le dialogue interculturel. Les interventions riches et variées ont mis en lumière la diversité des expressions culturelles, tout en soulignant la nécessité d'un engagement commun pour valoriser et transmettre les héritages culturels. La salle Ar-Rahma a ainsi été le théâtre d'un véritable carrefour d'idées où tradition et modernité se sont rencontrées au service de la connaissance, de la mémoire partagée et de l'ouverture régionale. أرحب الرسول أحيي كنا بالرسول أحيوني كنا بك الألوان يا عبل مري رسول أكسر دوادا ولا نيال Eh bien, prenons la parole à l'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'association Arkeina, organisatrice du Forum culturel de la Mer Rouge, a tenu à saluer chaleureusement tous les participants venus de près comme de loin pour honorer de leur présence à cette grande première à Obok. Dans son allocution, il a exprimé une profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la réussite de l'événement. Il a notamment remercié le ministre des Sports, ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que toutes les équipes mobilisées pour la logistique et l'organisation. Une mention spéciale a été adressée à l'honorable Ali Ahmed Hassan, président d'honneur de l'association Arkeina, pour son engagement personnel et constant qui a grandement contribué à faire de ce forum un succès éclatant. Il a enfin adressé ses remerciements à son Excellence le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, pour avoir cru en ce projet depuis le début. Il a rappelé que c'est sous son impulsion que le forum a vu le jour et qu'il a accompagné chaque étape de sa mise en œuvre jusqu'à sa réalisation effective aujourd'hui à Obok. Écoutons à présent le ministre de la décentralisation. Je suis très honoré aujourd'hui de participer à ce forum culturel organisé par la ville historique d'Obok. L'existence d'Obok est attestée d'abord par les explorateurs grecs et avant l'ère chrétienne venaient dans la région pour trouver des denrées rares comme l'encens ou les myrrhes. Et Obok faisait partie de cette partie de l'Afrique orientale appelée le Punt sur la carte du monde. Un point stratégique et très important dans l'histoire. Au début de l'expansion musulmane vers le 7e siècle, Obok était traversé par des Arabes et des Persans pour le commerce et pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. Au 9e siècle de notre ère, Obok est devenu un port stratégique du sultanat d'Adal et jouissait d'un rôle crucial dans le commerce et empire islamique. En 1884, la France nomme la garde pour administrer Obok, qui deviendra la première capitale du pays. C'est le début de la colonisation de notre pays par la France. Par ailleurs, nul ne peut estimer le potentiel culturel et artistique de la ville d'Obok, un foyer où se croisent différentes influences culturelles portées par des peuples installés depuis la nuit des temps sur le pourtour de la mer Rouge. De par sa position géostratégique et son emplacement sur la côte de la mer Rouge, la ville d'Obok est devenue un centre culturel et artistique
né du brassage des civilisations indo-européennes, musulmanes et africaines. Le temps d'exposer et de faire connaître ces vastes riche héritage culturel au reste du monde a sonné et je pense qu'aujourd'hui c'est le début. Le répertoire culturel et artistique de la ville d'Obok étonne par son immensité et sa variété. Il comprend des chants, des danses traditionnelles, des objets d'art, des contes, de poésie, des jeux, des rites, etc. Une organisation sociétale reposant sur les lieux traditionnels de Mada'a. Obok va désormais rayonner dans le monde entier grâce à la promotion de sa richesse culturelle et grâce à la diffusion de son patrimoine culturel et artistique façonné par des traditions ancestrales. Les Obokois doivent sauvegarder leur patrimoine culturel en organisant régulièrement ce genre de manifestations culturelles. Les Obokois doivent recourir à une nouvelle technologie de numérique et de l'Internet pour préserver et diffuser leur patrimoine culturel à l'échelle planétaire. Les Obokois doivent réfléchir à la construction d'un musée où pourront être conservés tous ces témoignages de son histoire. Et d'ailleurs, je viens de discuter avec Mme Hibo. Elle est prête à faire un musée pour Obok. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a mis en lumière la portée historique du lieu accueillant le forum. Écoutons la ministre. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement l'association Arkeina, à l'origine de cette belle initiative, ainsi que toutes les forces vives de la région d'Obok, qui par leur engagement font rayonner notre culture nationale au-delà de nos frontières. Ce forum est bien plus qu'un événement. C'est un lieu de mémoire, de valorisation, de transmission et d'échange. Il reflète les valeurs que nous portons au sein du ministère de la Jeunesse et de la Culture, préserver notre identité, soutenir la création, renforcer le lien entre les générations et promouvoir la diversité culturelle de toutes nos régions. À travers ce projet, nous soutenons, Excellence, Monsieur le Premier ministre, activement le spectacle de musique et des danses traditionnelles qui font vivre nos rythmes et des gestes hérités. Donc je parle là d'héritage. Les expositions et démonstrations d'artisanat, véritables vitrines du savoir-faire de nos femmes, que vraiment je salue, et de nos hommes aussi. Les panels historiques et patrimoniaux qui permettent de redonner à Obok, première capitale de la République, la place qui lui revient dans l'histoire nationale. Les échanges interculturels, précieux pour favoriser la tolérance, la fraternité et les synergies entre le peuple de la Mer Rouge. Les résidences et projets d'artistes émergents pour encourager la jeunesse créative de Djibouti à aller au bout de ses ambitions. Mesdames et messieurs, ces forums également l'occasion de renforcer la coopération régionale à travers la culture, en accueillant des délégations venues d'Érythrée, de Somalie, du Yémen, d'Éthiopie et d'ailleurs. Nous réaffirmons que la Mer Rouge n'est pas seulement un couloir géopolitique, mais aussi un espace commun de culture, d'histoire et de solidarité humaine. Je tiens à souligner ici le rôle crucial que joue la jeunesse dans cette dynamique. Le forum est une plateforme d'apprentissage, d'échanges intergénérationnels, de transmission de savoir et de dialogues. C'est en cela que notre ministère s'engage pleinement à accompagner toutes les initiatives qui placent les jeunes au cœur du développement culturel et artistique de notre pays. Et enfin, voici les propos du Premier ministre lors du débat de la conférence qui s'est tenue dans la salle Ar-Rahma d'Obok. Ce forum va constituer un grand événement culturel, une plateforme de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel d'Obok. Il va également servir de support aux échanges culturels et un tremplin de transmission intergénérationnelle. Mesdames et messieurs, permettez-moi de prime abord de revenir un court instant sur une brève séquence rétrospective de ce que furent le port de Massawa, d'Obok et de Zéla. La relation historique entre les ports de Massawa et d'Obok et de Zéla nous ont toujours été racontée avec moult détails par nos aïeux. Ces trois villes partagent en particulier une histoire interconnectée, marquée par leur importance stratégique dans le commerce régional, les dynamiques politiques et les influences
des rivalités coloniales. Les trois ports étaient incontestablement des carrefours convoités, sans oublier le passé historique du port de Tadjoura, très lié à Zéla et à Aden. Tout d'abord, Obok, clé de voûte de la mer Rouge, était réputé depuis la nuit des temps pour ses échanges commerciaux avec la péninsule arabique. Occupé par la France en 1862 pour servir des stations de charbonnage répondant aux besoins stratégiques après l'ouverture du canal de Suez. Zéla, carrefour médiéval et islamique, autrefois un port prospère, d'émirs et d'esclaves vers l'Égypte et l'Arabie. Sawa, emplacement stratégique, était un port clé pour l'Empire éthiopien et les sultanats locaux, facilitant le commerce de l'ivoire, des esclaves, des produits agricoles avec l'Arabie et l'Inde. Ainsi, les quatre ports étaient pendant longtemps des pôles géopolitiques et économiques dans la Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique, alternant entre coopération et intégration démographique et concurrence. Ils incarnent la transformation de la Corne de l'Afrique, du sultanat médiéval à l'impérialisme moderne. Leur histoire commune montre comment le contrôle du littoral a affecté l'équilibre politique, économique et culturel de la région. Mesdames et messieurs, avant d'arriver au terme de cette brève allocution, je forme le vœu que tous nos pays de la Corne de l'Afrique et le Yémen, pays frères, connaissent la stabilité, la paix, le développement et œuvrant pour l'intégration régionale et la prospérité pour tous. Eh bien, après l'ouverture officielle de la conférence par le Premier ministre, les travaux du Forum culturel de la mer Rouge sont poursuivis avec deux panels majeurs, à savoir organisés dans la salle Al-Rahma en présence des membres du gouvernement, d'universitaires, d'acteurs culturels et économiques. Le premier panel a été consacré à l'histoire de la ville d'Obok, première capitale du territoire djiboutien. Les intervenants, historiens et chercheurs ont retracé le rôle central qu'a joué la ville à la fin du XIXe siècle, notamment avec l'installation de la première administration coloniale française et la résidence du gouverneur Léonce Lagarde. Les échanges ont mis en lumière la richesse patrimoniale d'Obok, son héritage maritime, culturel et politique et son importance dans la mémoire nationale. Les panélistes ont appelé à une meilleure préservation et valorisation des sites historiques, notamment dans le cadre du tourisme culturel. Le deuxième panel s'est intéressé au rôle du commerce transfrontalier dans la région de la mer Rouge. Universitaires, représentants d'institutions économiques et commerçants locaux ont partagé leur analyse et expérience sur les échanges économiques entre Djibouti et ses voisins, notamment à travers les ports, les marchés traditionnels et les routes maritimes. Rappelons que les discussions ont mis en avant le potentiel économique d'Obok comme point de connexion entre l'Afrique et la péninsule arabique, tout en soulignant les défis liés à la régulation de la sécurité et à l'intégration régionale. Autre cérémonie, cette fois-ci, la Baraka International School a eu l'honneur de célébrer sa première cérémonie de remise des diplômes 2025. La cérémonie a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Laden, de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti, M. Vinay Talwar, du président du groupe Salam, M. Ali Hatan, le directeur général de Baraka International School, M. Goulet Youssoud Gourri, le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Leur présence reflète le soutien solide et la reconnaissance que Baraka International School a acquis dans sa mission de fournir une éducation de qualité et de former les leaders de demain. La cérémonie a marqué la graduation des élèves des niveaux maternels, de la 5e année, de la 8e année et enfin de la 10e année. Baraka International School s'attache à dispenser un enseignement de qualité dans toutes les matières et du programme en synergie avec les enseignements islamiques. Rappelons que Baraka International School a été créé en 2018 et ceci d'une volonté
et de la volonté du gouvernement djiboutien dans le cadre de la coopération entre les deux pays de la Grande-Bretagne et Djibouti, et plus précisément dans le domaine de l'éducation. Eh bien, dans ses propos, le président du groupe Salam of Africa a rappelé et a remercié les parents de la confiance qu'ils leur accordent. Et aujourd'hui, a-t-il dit, nous célébrons la réussite de vos enfants ainsi que votre dévouement et votre foi en notre mission. À nos enseignants et à notre personnel, votre travail acharné, votre patience et votre ont rendu cette journée possible. Vous avez non seulement formé des jeunes esprits, mais aussi des cœurs forts. Pour cela, nous vous en remercions chaleureusement, a-t-il indiqué. Notre parcours dans l'éducation a débuté avec l'Académie arabe, une université fondée sur des normes internationales. Elle a fièrement diplômé plus de 3000 étudiants et demeure un établissement d'enseignement supérieur de confiance. Nous disposons aussi du Centre Salam de formation, de recherche et de conseil, d'aujourd'hui l'un des principaux prestataires de développement professionnel à Djibouti grâce à des certifications internationales et des programmes spécialisés. Le président du groupe Salam a indiqué que les organisations publiques et privées développent leurs compétences et à se renforcer. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous défendons l'école internationale Baraka, le couronnement de notre vision éducative, un lieu où l'excellence académique rencontre nos valeurs, où nous préparons les élèves à la réussite et au service, a-t-il conclu. Puis le principal de l'école, Baraka, a rappelé que ce n'est pas simplement une cérémonie, c'est une célébration de votre travail, de votre persévérance, de vos rêves. Chacun d'entre vous a surmonté des défis pour atteindre cette étape importante. Le principal a indiqué qu'il y a plusieurs années, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois à l'école, peut-être êtes-vous nerveux ou excité. Depuis, vous avez appris énormément des choses, les mathématiques, l'histoire, la science, l'informatique. Mais vous avez aussi appris des leçons de vie très importantes. Vous avez appris à travailler ensemble et à persévérer quand les choses deviennent difficiles et à ne jamais abandonner. Aujourd'hui est un jour important, non seulement pour vous, chers diplômés, mais aussi pour votre pays. Pour la première fois dans l'histoire, les examens IGC sont organisés ici, sur le sol djiboutien, a-t-il conclu sur ses propos. Eh bien, voici les propos des parents lors de la cérémonie de remise des diplômes qui ont tenu à exprimer leur profonde gratitude. Donc aujourd'hui est un jour de joie, un jour de fierté, mais aussi un jour de souvenir. Nous célébrons la fin d'un parcours, celui de nos enfants qui achèvent chacun d'eux leur cycle maternel, leur cycle primaire et leur cycle collégial. Et comme a dit la professeure juste avant moi, 7 années se sont écoulées depuis la construction de cette école. 7 années depuis la fondation de Baraka International School. Et cette année marquée par des hauts, des bas, des doutes et des espoirs. J'étais ici depuis le début. Je me souviens des années qui sont passées. Et en tant que parents, nous avons souvent douté de notre choix. Je crois que vous vous souvenez, parents qui étaient là depuis le début, c'était une école nouvelle, encore en construction, avec ses défis et ses incertitudes, une école de plus anglophone dans un pays qui est strictement francophone. Mais à chaque fois que le doute s'installait, il suffisait que je regarde nos enfants et pour savoir qu'ils étaient heureux, qu'ils s'épanouissaient dans cet environnement éducatif d'excellence. Aujourd'hui, en les regardant, nos enfants ici, si beaux dans leurs costumes 3 pièces et nos filles si belles et radieuses, machallah, nous ne pouvons qu'être fiers. Fiers d'avoir fait le bon choix, fiers de nos enfants qui se tiennent ici, prêts pour le prochain chapitre de leur vie. Direction le nord du pays où le 15 décembre 2024 marque une date historique pour le système de santé djiboutien avec l'inauguration officielle de l'hôpital régional de Tadjoura
par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cet établissement moderne, fruit de la coopération entre Djibouti et la Chine, représente un investissement de 15 millions de dollars et constitue une avancée majeure dans la politique de décentralisation des soins. L'hôpital dispose d'infrastructures médicales complètes répondant aux standards internationaux. Il compte 120 lits d'hospitalisation répartis dans différents services spécialisés. Les 3 blocs opératoires certifiés par l'Organisation mondiale de la santé permettent de réaliser des interventions chirurgicales complexes. Le service d'urgence fonctionne aussi en continu avec 10 lits de réanimation pour prendre en charge le cas les plus critiques. Depuis son entrée en service, les résultats sont particulièrement encourageants. Plus de 1100 opérations de la cataracte ont été réalisées avec succès dans le cadre d'un partenariat avec la GX Foundation. L'établissement aussi gère en moyenne 200 évacuations sanitaires par mois vers ses services spécialisés avec un taux de satisfaction des patients atteignant les 92%. La couverture géographique de l'hôpital s'étend sur la région de Tadjoura, d'Obok et d'Ikil, desservant ainsi près de 180 000 habitants. Cette implantation stratégique a permis de réduire 40% des transferts des patients vers les structures hospitalières de la capitale, selon des données du ministère de la Santé. Parmi les innovations notables figure aussi un système de télémédecine permettant des consultations à distance avec des spécialistes de la capitale, ainsi qu'une flotte d'ambulances équipées des systèmes géolocalisation par satellite et pour des interventions rapides et efficaces. Nous restons toujours dans le nord du pays où, dans le cadre de contrebande, l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tadjoura ont saisi une importante quantité de cadres de contrebande, à savoir 11 000 kg de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane. Eh bien, pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de cadres non autorisés à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et brûlées par les corps en uniforme de la région. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, alors que les bombardements israéliens se poursuivent sur l'ensemble de la bande de Gaza, la défense civile palestinienne a annoncé que l'armée israélienne avait mené durant la nuit une série de frappes violentes visant des appartements résidentiels, des tentes, des maisons abritant des personnes déplacées. Ces attaques ont causé la mort d'environ 79 Palestiniens. Des avions de chasse israéliens ont bombardé un appartement résidentiel dans la ville de Khan Younes au sud de Gaza, faisant plusieurs victimes et blessés. D'autres frappes ont également visé l'ouest du camp des réfugiés de Nouzaret, au centre de la bande de Gaza, dans le cadre de l'escalade militaire continue. Au sol, l'armée israélienne a intensifié ses opérations terrestres dans les zones d'incursion au nord du territoire, appelant les habitants du secteur de Saftawi, au nord-ouest de Gaza, à évacuer immédiatement. Cette mesure semble annoncer la création d'un nouveau corridor militaire semblable au corridor Mouraj, établi précédemment dans le sud de la bande de Gaza. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.